Vous regardez Al24 News, nous sommes le vendredi 30 décembre à la une de ce Midi Info. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune accorde un entretien au quotidien français Le Figaro, dans lequel il revient sur de nombreux dossiers d'actualité entre l'Algérie et la France. Nous ferons le point dans cette édition. Les exactions sionistes contre les Palestiniens se poursuivent. Le jeune Jamil Abou Hussein tombe en martyr sous les balles de l'occupant. Géopolitique, la Russie et la Chine accordent leur violon. Les présidents Poutine et Xi Jinping s'entretiennent ce vendredi sur la coopération bilatérale. Enfin, le dossier de ce Midi Info sera consacré à la disparition du virtuose du ballon rond. Le roi Pelé est mort hier soir à l'âge de 82 ans. Madame, Monsieur, bonjour. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accordé un entretien au quotidien français Le Figaro, dans lequel il est revenu sur un certain nombre de dossiers relatifs aux relations et à la coopération bilatérale entre la France et l'Algérie. Le chef de l'État algérien a estimé qu'il est urgent d'ouvrir une nouvelle ère des relations algéro-françaises. Retour sur les points marquants de cette interview avec Leïla Guertal. Le président est en effet revenu sur plusieurs points très importants régissant les relations entre les deux pays. Il est vrai que le premier point qui intéresse plus que jamais dans sa forme les Algériens est bien entendu la circulation des personnes. La France vient de rétablir le flux habituel qui était d'environ 200 000 en 2019. Est-ce satisfaisant ? À cette question du Figaro, le président Abdelmadjid Tebboune rappellera que la circulation des personnes a été réglée par les accords d'Évian en 1962 et qu'il faut les respecter. Nous ne sommes pas dans des contes d'apothicaires, dira le président Abdelmadjid Tebboune à la question s'il y a eu des contreparties à cette histoire d'assouplissement de l'octroi de visa, avant d'ajouter que, je cite, l'Union européenne et la France ne sont pas nos adversaires, la France ne l'a pas demandé, l'Italie l'a fait, expliquant dans le même sillage que l'Algérie compte construire un deuxième gazoduc afin de passer le volume de la livraison de 25 à 35 milliards de mètres cubes et de faire de l'Italie un hub pour le reste de l'Europe. Sur le dossier mémoriel très chargé, la France doit se libérer de son complexe de colonisateur et l'Algérie de son complexe de colonisé, et qu'il est urgent d'ouvrir une nouvelle ère des relations franco-algériennes. Quant à la commission des 5 historiens pour faire la lumière sur le passé commun des deux pays, Tebboune précisera que cette décision a été prise en commun, car une partie de la colonisation doit être, je cite, dépolitisée et remise à l'histoire. Quant à l'enseignement de la langue française en Algérie, le président dira qu'il n'y a aucun recul, les chiffres parlent d'eux-mêmes, dira-t-il. En 2022, l'Algérie compte 27 millions de locuteurs maîtrisant le français sur les 45 millions d'habitants et que le français n'est pas une imposition mais un choix des familles. Sur le volet politique et coopération et sur ses relations avec son homologue français, Abdelmadjid Tebboune a parlé d'une certaine complicité et que le président Emmanuel Macron est l'incarnation d'une nouvelle génération qui n'a rien à voir avec la colonisation. Nous avons une amitié réciproque, dira en ces termes le président algérien. Sur le volet sécuritaire dans la région sahélienne, le président dira que la dissolution de la Libye a facilité le transfert d'armes lourdes dans la bande sahélienne et que la solution passe par l'Algérie si l'accord d'Alger de 2015 avait été appliqué. Regrettons cependant que la France, à un certain moment, n'a pas voulu que l'Algérie exerce son ascendant. La solution est à 80% économique et 20% sécuritaire dans cette région du monde. Concernant les relations avec la Russie, le président a rappelé d'abord le non-alignement de l'Algérie avant d'ajouter qu'il serait bon que l'ONU ne condamne pas uniquement les annexions en Europe, mais également au Golan et au Sahara occidental, avant d'ajouter qu'il se rendra en Russie prochainement. Pour conclure, le président a tenu à préciser que personne
ne pourra satelliser l'Algérie. Une philosophie qui résume toute la politique de l'Algérie. Je vous le disais en titre, les exactions sionistes visant les Palestiniens se poursuivent toujours. Le jeune Jamil Abou Hussein, âgé de 20 ans, a été abattu par balle dans la nuit de jeudi à vendredi au niveau de la ville de Baqqa al-Gharbia, située dans les territoires de 1948. Le jeune homme a été pris pour cible alors qu'il se trouvait dans un magasin de la ville avant de rendre l'âme dans une ambulance qui le transportait vers l'hôpital. À noter que Jamil Abou Hussein fait partie d'une famille de martyrs palestiniens ciblés par les forces sionistes. Son frère et ses deux oncles avaient été tués lors d'un double crime commis en décembre 2020. Alors que les Palestiniens continuent de tomber en martyrs sous les balles de l'occupant sioniste, Benjamin Netanyahou a présenté hier son nouveau gouvernement qualifié de plus extrême de l'histoire de l'entité sioniste sous l'œil inquiet de la communauté internationale. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Alors que la résistance palestinienne bat son plein en cette fin d'année 2022, l'entité sioniste compose le gouvernement le plus extrême de son histoire. Qualifiés de racistes, extrémistes, suprémacistes, les membres du nouveau gouvernement composé par Benyamin Netanyahou ne jouissent guère des meilleurs qualificatifs, et ce au sein même d'anciens responsables israéliens. Une inquiétude intérieure et extérieure accompagne donc le retour au pouvoir de Benyamin Netanyahou. Sur le plan interne, nombreux observateurs, y compris sionistes, voient d'un très mauvais œil la coalition qui vient d'arriver au pouvoir, craignant une instabilité sécuritaire. Les dissensions ont même atteint l'armée d'occupation. Plus de 1200 anciens hauts gradés de l'armée de l'air ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis du nouveau gouvernement qui risque selon eux de mettre à mal l'existence même de l'entité sioniste. Sur le plan international, l'entité sioniste risque un isolement tant les prises de position de ses membres semblent indéfendables. L'administration Biden s'est exprimée sur la nouvelle coalition, déclarant qu'elle tiendra Netanyahou pour responsable des futures décisions de ses ministres et que ces derniers devront rendre des comptes. Alliés historiques, Washington et Tel Aviv pourraient connaître une période de trouble due au virage extrémiste pris par Netanyahou et ses compagnons de route. Ces derniers pourraient, in fine, perdre le soutien des Juifs américains, dont une partie est bien moins apte à suivre les aspirations de leurs coreligionnaires provisoirement installés à l'est du Sinaï. Et dans le sillage de ces événements, les premières conséquences au sein même de l'appareil politique sioniste sont déjà d'actualité. L'ambassadeur sioniste en France, Yael German, a annoncé sa démission en signe de protestation contre le retour de Benjamin Netanyahou au pouvoir. Dans une lettre incendiaire publiée sur son compte Twitter, la diplomate sioniste a dénoncé l'extrême radicalité qui caractérise la politique et le gouvernement Netanyahou. Autre réaction à souligner, celle du Premier ministre palestinien Mohamed Shtaya. Le chef du gouvernement a déclaré en marge de la célébration du 58e anniversaire de la naissance du mouvement Al-Fatah que le nouveau gouvernement Netanyahou est le plus extrémiste et présente une grande menace. Shtaya a précisé par ailleurs que la communauté internationale refusera de traiter avec de nombreux membres de la formation gouvernementale sioniste. L'actualité internationale, c'est aussi cet entretien qui a eu lieu ce vendredi entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping. L'annonce de cette entrevue par visioconférence a été faite par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Les deux présidents devront discuter, entre autres, des relations bilatérales, de coopération militaire et de dossiers régionaux. Les autorités chinoises, justement, qui affirment que la situation épidémique liée à la Covid-19 dans le pays est tout à fait prévisible et sous contrôle. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères affirmait, je cite, « Les médias internationaux s'adonnent à des campagnes de diffamation et des manipulations politiques avec un agenda caché ». Nous avons également remarqué que de nombreux pays ont déclaré qu'ils n'ajusteraient pas leurs mesures de test d'arrivée pour les voyageurs en provenance de Chine. Nous espérons que toutes les parties adopteront une approche scientifique et travailleront ensemble pour garantir la sécurité des voyages transfrontaliers, maintenir la stabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales
et contribuer à la solidarité mondiale contre la pandémie et à la reprise de l'économie mondiale. Je vous le disais en titre, donc, le 30 décembre 2022 est désormais une date à marquer d'une pierre noire pour tous les Brésiliens. Car le jour où le roi Pelé aura tiré sa révérence est venu. La star mondiale du football Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, est mort hier à l'âge de 82 ans. Auteur de nombreuses victoires tout au long de sa carrière, Pelé aura finalement perdu son combat face à la maladie. Triple champion du monde avec le Brésil en 1958, 1962 et encore en 1970. Pelé a marqué l'histoire de ce sport et restera à jamais comme l'une des plus grandes figures de l'histoire et le précurseur incontesté du joga bonito à la brésilienne. Que représente Pelé ? Il représente l'évolution du football, il représente la flexibilité du joueur, il représente le dribble. De nombreux joueurs se sont inspirés de Pelé. Pelé laisse un héritage positif aux Brésiliens et au monde entier. Sans style, Pelé était un joueur très victorieux qui a donné l'exemple au pays. Et dès l'annonce de cette triste nouvelle, une pluie d'hommages venant de personnalités internationales de premier plan s'est abattue sur la place publique brésilienne internationale, commencé par le président brésilien Lula qui a salué dans un tweet la mémoire de Pelé. Et pour revenir sur cet événement marquant de l'actualité, nous rejoint en direct par téléphone l'ancien international algérien Abdelnour Kawa. Monsieur Kawa, bonjour. Bonjour. Alors, nul doute que le nom de Pelé fait partie intégrante du football, toute génération confondue, y compris la vôtre. Désormais, c'est une page de l'histoire qui se tourne. Oui, bien évidemment. Vous savez, Pelé, non seulement est une légende du football, mais actuellement, avec son décès, tout le football mondial est en deuil. Vous savez, Pelé a été l'incontestable et l'incontesté meilleur joueur de tous les temps. Ça, c'est évident. Il y a eu de très très grands joueurs au niveau mondial, mais Pelé reste le numéro 1. Il n'a pas été appelé le roi pour rien. Il a révolutionné le football avec son numéro 10. Et comme vous l'avez dit dans votre titre, beaucoup de joueurs se sont inspirés de son style de jeu. Donc, quand on voit un Cruyff, Maradona, Messi, tous lui tirent sa révérence, leur révérence plutôt, et bien évidemment, le Pelé sera inoubliable au même titre que beaucoup d'athlètes qui ont marqué le football, le sport mondial en général, à l'image de Mohamed Ali, de Michael Johnson, de beaucoup d'autres joueurs qui ont marqué leur empreinte à tout jamais leur passage, principalement en ce qui concerne Pelé dans le football. Abdelnour Kawa, vous, ancien international algérien, que représente Pelé pour vous et pour le joueur que vous avez été à une époque où Pelé, justement, marquait l'histoire du football? Vous savez, c'est dommage qu'on n'a pas pu voir jouer Pelé en Europe. D'ailleurs, il a été considéré par l'État brésilien comme un trésor brésilien. Donc, le trésor brésilien ne pouvait pas être exporté. On a vu Pelé à travers les Coupes du Monde et à travers certains documentaires. Bien évidemment, c'est incontestablement, comme j'ai dit tout à l'heure, le meilleur joueur du monde. Quand on voit un peu tous les gestes techniques, il avait de petit de par sa taille, mais il avait une détente incroyable, un sens du jeu incroyable, une vision que beaucoup de joueurs n'ont pas. Donc il avait révolutionné de son temps, puisqu'il a participé, il ne faut pas l'oublier, à l'âge de 17 ans à la première Coupe du Monde. En 58, et bon, c'est le seul joueur au niveau mondial qui a 3 Coupes du Monde. Oui. Merci Abdelnour Kawa. Je rappelle que vous êtes ancien international algérien. Vous étiez avec nous en direct par téléphone depuis Alger. Et avant de refermer ce journal, cette information continentale qui concerne la Gambie, les autorités gambiennes ont livré pour la première fois des détails sur la tentative de coup d'État déjouée le 20 décembre à Banjul, affirmant que ses auteurs avaient prévu d'arrêter des hauts responsables du gouvernement et de les utiliser comme otages pour empêcher toute intervention étrangère. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Al24 News.